On reste encore sur la Tunisie avec le limogeage des responsables du ministère de l'Intérieur et du ministre lui-même d'ailleurs après la mort de migrants. Magloire Kenvi, vous aviez la parole. Oui, je disais donc que c'est vrai, le constat il est là, les jeunes partent. Mais moi, à mon humble avis, il est plutôt question pour nos autorités de se demander pourquoi on essaie de mettre des politiques en place, mais les jeunes n'arrivent toujours pas à rester au pays. Parce que moi, j'estime que si il y a un adage qui dit on se sent bien que chez soi. Mais si les jeunes, souvent c'est des diplômés, c'est des diplômés, et ils essaient de se tirer d'affaire, mais ça n'arrive pas. Ils ont l'impression que ils sont des marginalisés dans leur propre pays, et la seule alternative c'est de partir. Malheureusement, cette aventure ne réussit toujours pas. Maintenant, les autorités, en tant que premiers responsables de nos États, doivent repenser tout le problème pour voir ce qui ne va pas, ce que nous faisons, qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui ne colle pas véritablement avec la situation dans nos pays. Et je crois qu'en faisant ça, on arrivera plutôt à trouver la ligne médiane pour pouvoir trouver une solution globale au problème. Est-ce qu'au-delà de la situation économique, ce n'est pas une idée qu'on a mis dans la conscience des Africains que le bonheur, c'est de l'autre côté de l'océan? Oui, non, mais tout cela découle de la démission de nos gouvernants aussi. Parce que si vous n'arrivez pas à subvenir aux besoins de vos populations, de vos enfants qui sont des bras valides, si vous n'offrez pas de meilleures conditions de vie et de travail, donc on aura toujours cette propension à dire que ça irait mieux si on sortait du pays autre là. Magloire l'a dit, mais moi je voudrais parler avec 3 marches d'escalier. Donc il y a la responsabilité au niveau même des migrants, la responsabilité des gouvernants, et puis la responsabilité qu'on tend à occulter, c'est la responsabilité de nos diasporas africaines. Parce que je commence par nos diasporas africaines. Nos diasporas africaines à l'Occident font miroiter des choses à leurs jeunes frères, comme si la vie est belle et puis tout est facile. Donc il suffit de tout faire pour venir en Occident. Donc vous allez réaliser tous vos vœux et autres là, sans avoir le courage de leur expliquer que en fait c'est le même combat qu'ils font chez eux, qui doit être là. Et même plus encore, parce que c'est l'étranger. C'est l'étranger, vous êtes dépaysé, vous devez vous insérer, donc il faut chercher. Donc les conditions, il n'y a plus tellement. Quand vous allez en Occident, c'est vrai, vous pouvez avoir vos cousins, mais ce n'est plus les liens de fraternité que nous vivons dans nos pays qui se retrouvent là-bas. Donc vous verrez également, et parlant toujours de cette diaspora qui essaie d'induire en erreur nos jeunes frères également, quand ils font leur retour au pays, quand ils viennent avec tout ce qu'ils font comme boucan, donc ça incite les gens à aller. Donc naturellement, donc on va se dire, si eux ils sont partis à peine 1 an, ils reviennent, ils font tout ce boucan là, ils dépensent assez, donc c'est que là-bas c'est toujours meilleur et autres là. Maintenant, la responsabilité de nos gouvernants, c'est ce que je disais tantôt, lorsqu'il y a absence de politique qui puisse favoriser l'éclosion des talents, qui puisse absorber cette main-d'œuvre qui est valide, qui est valable, donc je crois que les gens vont toujours chercher ailleurs. Même si dans nos pays, on parle de politique d'entrepreneuriat, mais si on n'accompagne pas ces jeunes dans ces politiques-là, donc ils vont toujours avoir cette tendance à aller voir ailleurs. Maintenant, la responsabilité des migrants aussi, c'est que l'illusion du mieux-être qui leur est vendue du côté de l'Occident les attire tellement que eux aussi, ils sont responsables de leur propre situation. Il y a des gens, certes, dans la vague de ces migrants, il y a des gens qui sont diplômés, mais il y a des gens aussi qui n'ont pas de qualification là. Parce que vous allez, donc on va vous dire que lorsque l'essentiel c'est de tout faire pour venir en Occident, s'il le faut même que vous allez laver les assiettes et puis vous en sortir. Donc aujourd'hui, vous allez du côté de l'Occident, il y a des machines qui lavent les assiettes, donc c'est ce que les gens ne savent pas. Donc ils se retrouvent dans la rue sans emploi et autres là. Et l'exemple que nous avons, c'est l'exemple
Mamoudou Gassama. Donc lui, Allah l'a tellement aidé qu'il a su grimper 4 étages pour avoir la nationalité. Mais c'est pour dire que ces rares exceptions-là ne doivent pas nous dire que l'Occident, que tu peux arriver autre là. Donc il va falloir que tous les efforts soient conjugués au niveau pays. Et lorsque vous avez l'amabilité, mais l'opportunité d'aller en Occident, dans certains pays, vous verrez, lorsqu'on va faire le taux de présence des immigrés et autres là, vous allez voir, les Européens d'Afrique que sont les pays du Nord, africains, la Tunisie, l'Algérie et autres, là, ils sont fortement représentés au sein de ces immigrés-là. Donc, c'est dire que même si nous nous plaignons dans les autres pays africains, et même si il nous arrive de les envier, les pays de l'Afrique du Nord, le Maghreb, donc c'est dire que en fait, ce n'est pas si rose, le problème est général. Donc, il va falloir que nos dirigeants africains pensent à mener des politiques qui puissent essayer de domicilier les jeunes, les bras valides. Pasteur Edo, est-ce qu'au-delà de tous ces jeunes même qui quittent le continent, aujourd'hui ne sont pas aveugles sur les opportunités qu'offre le continent? Parce qu'il y a d'autres, ces blancs qui viennent et qui regardent et qui gagnent de l'argent chez nous. Oui, c'est vrai. Juste pour dire que quelqu'un disait entre-temps que si aujourd'hui on prend tous les Africains qu'on amène aux États-Unis, en 10 ans, quand vous allez aux États-Unis, vous n'allez plus reconnaître les États-Unis. C'est-à-dire, il n'y aura plus rien. Ça deviendra l'Afrique. Ça deviendra l'Afrique. Ça deviendra l'Afrique. Mais en 10 ans, quand vous revenez à l'Afrique qui était jadis méconnaissable, ça va être un Eldorado. Vous comprenez déjà. Donc, c'est dire que c'est affaire de mentalité. Tout ça, c'est dans nos mentalités. Ouais. Parce qu'on a l'impression que dès qu'on quitte, dès qu'on traverse le continent, le bonheur, on va le retrouver. Et ça, même les diplômés, ceux qui, les intellectuels, le pensent ainsi. Donc, je crois que il va falloir quand même qu'on le dit tout le temps que les dirigeants africains puissent cerner le problème autrement, mettre en place une politique qui puisse retenir ces jeunes-là, parce que ces jeunes qui quittent la plupart comme le dit. On parle de politique, mais quelle politique? Parce qu'aujourd'hui, on fait tout. Vous avez l'agriculture qui est là, qui peut prendre des gens. Personne ne veut aller là-bas. Tout le monde sort avec un diplôme et veut être fonctionnaire. Non, personne, ce n'est pas parce que personne ne veut. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus cultiver avec des moyens rudimentaires. Oui, mais est-ce qu'on a des gens qui s'intéressent et l'État a refusé de mécaniser? Non, voilà, il faut que l'État, il revient à l'État de mettre en avant cette politique-là pour dire, bon voilà, nous prenons par exemple dans la préfecture des Ions, 1000 hectares, voilà ce que nous voulons faire. Et commencer par recruter, lancer une politique de recrutement de ces jeunes-là pour travailler dans l'agriculture. Alors s'il y a ça peut marcher. Mais bon, apparemment, nous voyons dans le projet, tout ce que nous voyons pour le projet d'entrepreneuriat, on ne sent pas l'agriculture. On ne sent pas l'agriculture. Donc ça fait que la plupart des temps, vous voyez aujourd'hui, des terres cultivables que nous avons au Togo, ce n'est pas du rien. Il y en a tellement, quand vous voyagez, vous allez jusqu'au nord, il y a des terres, des milliers d'hectares qui sont là inexploités. Et c'est des terres riches. Mais on ne les exploite pas. C'est un peu comme ça dans la plupart des pays du continent. Oui, c'est un peu comme ça. Et justement, c'est pourquoi il faut vouloir investir. On oublie que les pays développés sont développés par l'agriculture. Ah oui, bien sûr. Est-ce qu'on oublie? On le sait. On le sait, juste, on ne veut pas mettre des moyens, ou bien on ne veut pas inciter les gens vers là. Là, ça, c'est la politique des États. Il faut inciter les jeunes à aller là, pour dire que de l'agriculture, nous pouvons tirer beaucoup de choses et nous pouvons être autonomes sans toutefois dépendre de l'Occident. Donc, voilà, c'est ça. Est-ce que cette affaire, on va en finir d'un jour, le fait de la politique, cette immigration irrégulière dont l'autre parlait tout à l'heure. Donc, je vois quand même qu'aujourd'hui, l'Afrique, si nous voulons vraiment être indépendants réellement, ce n'est pas l'agriculture comme tu l'as dit, mais malheureusement que il y a la politique. Nous ici, dans tous les pays d'Afrique, c'est la politique, on dit fait la politique, on veut faire ceci, on fait sans mettre en place quelque chose de plus sérieux qui puisse permettre aux populations de pouvoir suivre. C'est dommage. Oui, vous savez, moi je dirais tout simplement que c'est une question de vision politique avant tout. Et c'est là où je vais un peu prendre en contre-pied Credo dans son premier développement quand il essayait
de griffer un peu nos frères qui vivent dans la diaspora. Mais vous voyez un peu les chiffres. La Banque mondiale nous dit que par moment en Afrique, les envois dépassent même parfois le budget de certains États. Mais vous pensez que quand nos jeunes frères qui sont là, et ils voient ces chiffres-là, ils diront, mais attendez, il fait quand même mieux vivre ailleurs. Je vais m'aventurer pour voir. Et moi, par rapport à moi personnellement, à mes expériences, je ne crois pas, ou du moins je ne connais pas quelqu'un qui vit en Occident qui me dit que c'est mieux ici, viens nous rejoindre. Souvent ils disent que ce n'est pas facile. Vous êtes à l'aise au pays, vous avez des opportunités au pays. Chez nous ici, nous sommes presque des esclaves. Et on se moque d'eux en disant que ce n'est pas mieux, mais vous êtes toujours là-bas et vous vivez mieux que nous. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, on ne va pas trop accuser nos frères qui vivent déjà là-bas. Et les jeunes, je l'ai dit tantôt, les jeunes savent très bien les risques de leur aventure. Et s'ils sont arrivés à le faire, c'est parce qu'il y a un problème. Mais est-ce qu'il n'y a pas une déconstruction de choses qu'on a mis dans la tête des gens? Je le dis, je donne juste un exemple où je suivais un documentaire sur l'immigration où le journaliste suivait des migrants. Quelqu'un disait pendant le voyage que oui, il a entendu qu'à Paris, il y a des avions qui arrosent la ville de parfums. Mais quand il est arrivé, il est obligé de se dormir à côté d'une mosquée, dans la rue. Ça peut être en partie vrai. Mais je vous donne aussi cet exemple. Vous avez vu qu'il y a pas longtemps, quelques États du monde, plus la majorité des États africains se sont retrouvés en Inde pour un sommet d'Afrique. Voilà. Et vous imaginez qu'on parle du soleil, c'est-à-dire que le continent africain est le continent le plus ensoleillé. Mais pour parler, parce qu'il est question lors de ce sommet-là de penser à des initiatives ou des programmes qui peuvent... Voilà. Mais c'est une initiative de l'Inde et de la France. Et les pays africains y étaient. On ne peut pas comprendre alors que nous avons nos dirigeants qui peuvent penser, n'est-ce pas, transformer le soleil. Nous avons l'énergie solaire en Afrique. Mais qu'est-ce que nous faisons de ça? Rien du tout. On peut créer, ou du moins créer des débouchés par le soleil, ou du moins par l'énergie solaire, pour pouvoir domicilier les jeunes, mais ça ne se fait pas. C'est peut-être, on parle aussi des politiques agricoles. On forme les jeunes, ils sortent nantis de diplôme, ils ne trouvent pas d'opportunité. Et l'alternative dans le volontariat, l'alternative c'est que c'est l'entrepreneuriat qui est là. La terre est là. La terre est là, mais on dit que la terre ne trompe pas. Je ne refuse pas, mais il faut un fonds de roulement aussi. Et beaucoup vous le diront que ce n'est quand même pas faux de n'avoir pas essayé. Voilà. Non, mais moi je crois, ce n'est pas une réponse que je veux donner à mon cher confrère. Mais lorsque je parlais de la responsabilité de nos diasporas africaines, de ces acteurs, c'est que c'est vrai, les chiffres de la Banque mondiale, nous avons connaissance qu'ils contribuent à l'économie de leur pays. Mais moi, je vais au-delà. Si ces acteurs de la diaspora ne miroitaient pas, disons, l'ensoleillement de l'Europe, de l'Occident à leurs jeunes frères, ça réduirait également toute cette propension-là. Mais je n'ai pas aussi excusé nos États, la politique, même qui puissent absorber cette main-d'œuvre valide et autres là. Et j'ai parlé également de la responsabilité première même de ces migrants et autres là. Donc on ne peut pas se tabler seulement sur le fait que les diasporas africaines contribuent énormément à l'économie de leur pays, donc qu'ils n'ont pas des failles, qu'ils n'ont pas des lacunes et autres là. J'ai même donné les exemples. Au-delà de ces contributions-là, vous savez, si aujourd'hui les chiffres sont assez élevés, les chiffres de contribution de nos diasporas africaines par rapport au développement économique de leur pays, c'est qu'il y a la tradition africaine qui tient le fil aussi. La tradition africaine qui tient le fil. Si un membre de la famille arrive à s'expatrier, donc il pense au bien-être de la famille. Et tous ces efforts-là, même si lui, il doit s'affamer, donc il doit envoyer les choses. Il y a les parents, il y a les frères, les parents, les cousins et autres là. Donc ça c'est disons, la culture africaine et autres là. Et cela a contribué à apaiser des gens aussi. Mais ce que je voudrais dire, et que je voudrais qu'on comprenne, il y a des acteurs de cette diaspora-là, lorsqu'ils viennent, le train de vie
qu'ils mènent en 3 semaines de séjour, ça vend également des illusions aux jeunes, comme si s'ils vont, donc par magie, eux aussi seront dans les mêmes conditions. Comme leurs frères. Mais ils oublient que des fois, nos frères et sœurs qui sont dans la diaspora, pour revenir au pays, contractent des prêts. Contrat des prêts. Et il y a des gens qui n'ont pas d'emploi fixe et autres là. Et la majorité de ceux qui retournent, il y a au moins les 3/4 qui retournent à un autre boulot parce que le temps n'a pas joué en leur faveur. Donc il faut qu'on ait le courage de dire ces genres de choses et autres là. La diaspora contribue financièrement aux économies des pays, notamment du Togo, par l'envoi de ses sous, mais la diaspora aussi est responsable d'une certaine illusion vendue aux frères et sœurs qui sont restés au pays. Comme quoi, le bonheur, c'est toujours au niveau de l'Occident. Maintenant, si vous le permettez, quand on veut critiquer la vision et autres là, c'est vrai. Lorsque vous avez une vision, vous devez vous assigner une mission pour atteindre cette vision-là. Maintenant, la vision, c'est le développement agricole de l'Afrique et autres là. Mais quand vous ne mettez pas les outils nécessaires pour que le travail soit fait sur le chantier, donc on ne peut pas arriver à ça. Et le pasteur l'a dit, l'agriculture aujourd'hui, ce ne sont plus les roues, les coupes et autres là. La modernisation même de l'agriculture. Mais est-ce que c'est la modernisation qui est faite en Europe? Est-ce que c'est les mêmes outils qu'on nous ramène ici? Et autres là. Et lorsque vous voulez parler de la modernisation de l'agriculture, mais de la mécanisation de l'agriculture, est-ce que tous les paramètres sont bien vus sur ces chantiers-là? Donc on n'a pas ça. Mais moi-même, je peux m'interroger sur la politique agricole de notre pays, le Togo. Il y a des choses, nous voyons des choses, dont on dit tel projet. La finalité. Mais la finalité, est-ce que cela est profitable pour nos populations? Lorsque même les jeunes sortent de ces écoles, de ces facultés d'ingénieurs, agronomes et autres là. Mais est-ce qu'il y a une politique qui les absorbe? Ils sont au bureau. Non, ils sont au bureau et ils ne font que le sujet verbe complément. Donc il y a certains même, c'est lorsqu'ils allaient rédiger leur mémoire qu'ils descendent sur le terrain. Mais après ils sont là, donc ils sont tout le temps dans la théorie et autres là. Les travaux de mémoire sont là. Oui, tous les travaux de mémoire sont là et autres là. Donc je crois que au niveau de nos États africains, il doit y avoir une prise de conscience, implémenter des actions, des dynamiques qui puissent amener les gens et autres là. Il ne suffit pas d'avoir une vision. Lorsque vous avez la vision et lorsque vous ne vous êtes pas assigné une mission, bien des missions, vous ne pouvez jamais réaliser cette vision-là. On va changer maintenant de sujet. Le Nigeria, rapidement, peut-être un ou deux tours de table là-dessus. Les parlementaires nigériens ont menacé mercredi le président Muhammadu Buhari de recourir à une procédure de destitution si des mesures fortes ne sont pas prises pour endiguer la corruption et rétablir la sécurité dans le pays, révélant des désaccords de plus en plus profonds avec l'exécutif. Les deux chambres du Parlement ont affirmé une résolution que l'Assemblée nationale n'hésitera pas à recourir à ses pouvoirs constitutionnels si rien n'est fait après une session conjointe tenue à huis clos à Abuja. Alors il faut rappeler que la présidence n'a pas commenté dans l'immédiat la résolution publiée par le service de communication du président du Sénat, Pasteur Edo Komi. Quoi, ça sent, parce que c'est le même parti, c'est l'APC, le parti au pouvoir. Est-ce que ça sent des brouilles au sein du parti? L'APC s'impatiente, vu l'urgence de la situation au Nigeria, trouve que Buhari n'en fait pas assez? Il faut remonter à la campagne de Buhari. C'était le mot phare. C'était la sécurité et la lutte contre la corruption. Donc on s'est rendu compte que c'est vrai que Boko Haram continue de frapper fortement. Donc, ce qui fait que les gens commencent par juger le président nigérien sur la déficience de ses objectifs, les objectifs qui s'est assigné au cours de sa campagne. D'ailleurs, les Nigériens l'ont élu sur l'aspect sécuritaire et surtout la lutte contre venir à bout de Boko Haram. Donc, je crois quand même que là, c'est une menace qui est sérieuse et il ne lui reste pas beaucoup de temps, mais il va falloir. Mais il a l'intention de faire un second mandat. Oui, bon, ça, on ne peut pas le lui refuser. On ne peut pas le lui refuser. Lui, il veut faire un deuxième mandat. Bon, les gens veulent faire plus que
plus que 2 mandats. Donc, pour lui laisser lui au moins la latitude, la liberté de vouloir faire son second mandat. Bon, on en passe. Bon, donc, c'est des menaces qui sont sérieuses, mais comme ça vient de son propre camp, je crois qu'ils vont essayer de gérer ça à l'interne. Mais là, aujourd'hui, c'est public, hein. C'est public, hein. Ouais. C'est public, c'est sur la place publique. Qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'il revient au président nigérian de pouvoir se remettre en cause. C'est vrai que depuis que la lutte contre la corruption, on a vu quand même certains résultats. Même si tel, parce que on se rappelle de la prise d'otage des filles, hein, de ces filles de Chibok. Après, il y en a eu encore. Bon, donc le président nigérian, en principe, aujourd'hui est en train d'être jugé sur les résultats. Sur ses promesses. Sur ses promesses qui n'a pas totalement tenu. Alors, on attend voir ce qui va se passer. Est-ce que ces menaces-là seront mises à exécution? On attend peut-être cela va plaire à certains. Magloire Teko, on sait qu'entre le président de la République nigériane et le président du Sénat, ce n'est pas le grand amour aussi. Hein. Donc, on ne s'étonne pas de cette menace-là. C'est vraiment le nœud du problème en réalité. Le reste, c'est de l'habillage politique. Hein, parce que, quoi qu'on dise, le Nigeria, le grand pays du continent, qui a une économie assez florissante, mais également il faut reconnaître que la corruption fait partie de la vie quotidienne de ce pays-là. C'est une seconde nature chez eux. Absolument. Et ça ne date pas même de l'ère Buhari, vous comprenez? Et il est arrivé avec 2 missions essentielles, c'est-à-dire d'essayer de limiter un tant soit peu la corruption et en même temps lutter contre le terrorisme. Mais vous voyez que la lutte contre le terrorisme n'est pas seulement de l'apanage du Nigeria. C'est un problème qui dépasse peut-être la capacité du seul Nigeria de pouvoir lutter contre cela. Et vous voyez, tellement le terrorisme a pris de l'ampleur que ça occulte l'essentiel du mandat du président Buhari. Mais vous lui demanderez. L'autre fois, il a dit que son mandat, il a essayé de faire la promotion de l'agriculture, de l'électricité et tout ça. C'est là où il a coincé l'ancien président Olusegun Obasanjo qui a voulu le titiller un peu. Donc son mandat n'est pas aussi négatif que ça. Et on trouvera forcément à dire. Mais en réalité, le vrai problème, c'est qu'entre lui et le président du Sénat, ce n'est pas le grand amour, comme vous l'avez dit. Et on nous dit également que le président du Sénat a des ambitions présidentielles. Or, au même moment, la principale critique que l'opposition fait au président Buhari, c'est qu'il a une santé fragile. Vous imaginez qu'en 2017, le président a passé 5 mois, c'est-à-dire tous les jours compilés, ça fait 5 mois à Londres pour se soigner. Et en cette année 2018, ça fait quand même plus de 5 fois qu'il s'est rendu à Londres pour se soigner. Et tout le monde le dit, l'opposition, même les organisations de la société civile disent qu'il doit rendre le tablé parce qu'il y a une santé fragile. Et je crois que c'est plutôt ça qui donne cette motivation-là à certains de son parti, parce qu'il faut dire, ce conflit-là, c'est en interne au parti, au pouvoir. Donc beaucoup se disent, mais si on le titille et il va, ou du moins il cède la place, on peut s'offrir une place sous le soleil. Donc je crois que c'est beaucoup plus un problème politique qu'on veut habiller autrement. La menace, elle est sérieuse? Oui, non, je crois que la menace est sérieuse et la menace découle des promesses politiques non réalisées et également de cette politique de la chasse aux sorciers. Et donc, il faut le dire. Et si nous voyons la campagne qui a amené M. Buhari au pouvoir, vous allez voir qu'il a fait une campagne jugement de la gouvernance de Goodluck Jonathan, où il a critiqué Goodluck Jonathan et puis il a miroité aux populations nigérianes comme quoi il a la solution à tous les problèmes. Si nous prenons l'aspect sécuritaire, et à suivre la campagne de M. Buhari, donc c'est comme si, une fois arrivé au pouvoir, donc on n'entendrait même plus parler de Boko Haram et autres là. Il y avait même eu des insinuations. Est-ce que le monsieur ne serait pas de mèche avec Boko Haram pour négocier une cessation d'activité de Boko Haram? Mais aujourd'hui, les preuves sont tangibles sur le terrain. Donc, il n'a pas réussi sur ce plan. Maintenant, prenons l'aspect corruption. L'aspect corruption, c'est toute une machine.
Même si Goodluck Jonathan n'est plus au pouvoir aujourd'hui, n'est plus à la manette, donc c'est toute une machine. Et Goodluck n'a fait qu'assumer les responsabilités. Donc ceux qui sont des acteurs actifs de cette chaîne de corruption ne vont jamais laisser tranquille le président Buhari. Et là, même les acteurs premiers, ce sont les plus proches collaborateurs même de ce président-là. Donc moi, je ne souhaiterais pas qu'on calque le problème entre deux personnes. Mais c'est que M. Buhari, le président Buhari, qui avait déjà eu à diriger le Nigeria d'une autre façon et qui est revenu comme le Messie et autres là, mais qui a échoué aussi, c'est que lui aussi, il a vendu trop d'illusions au peuple nigérien, comme quoi, donc, qu'il va changer leur cours de vie et autres là. Donc là, même parlant de l'aspect sécuritaire, quand il était arrivé, même dans la sous-région africaine, donc les gens pensaient que le Nigeria, bien Buhari, allait se déplacer de pays en pays pour régler les problèmes sécuritaires. Mais alors que les problèmes sécuritaires se posent à lui quotidiennement. Marquer la pause et puis au retour, on reviendra maintenant sur sans doute le sujet qui intéresse le plus le pasteur, le Burundi.